Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invitée Béatrice Laurent, bonjour. Vous êtes journaliste à Femme Actuelle. Vous publiez une interview exclusive de Catherine Vautrin et vous évoquez le sujet de la fertilité. On se rend compte qu'il y a énormément d'idées reçues, d'idées fausses et de méconnaissances autour de la fertilité des femmes. Catherine Vautrin vous annonce un certain nombre de choses dans cette interview. On va y revenir avec vous. Comment vous avez eu l'idée de vous intéresser à ce sujet dont on parle assez peu finalement Alors, justement pour ça? Oui, exactement, justement pour ça, parce que à la fois nos lectrices et franchement nous-mêmes dans la rédaction, on se disait que c'était quand même un sujet d'importance avec l'augmentation des tentatives de FIV, de PMA. Exactement. Et c'est vrai que y a un certain nombre de choses à dire, à expliquer. Puis il y a des choses à changer aussi en France, en particulier sur la conservation des ovocytes, puisqu'aujourd'hui il faut aller à l'étranger. Alors, dans beaucoup de cas. Alors voilà. Alors normalement non, puisque depuis la loi de bioéthique de 2021, toutes les femmes entre 29 et 37 ans peuvent décider de faire conserver leurs ovocytes, mais dans la pratique, les centres sont totalement débordés et les temps d'attente, notamment dans les grandes villes, à commencer par Paris et l'Île-de-France, dépassent l'année et demie, quoi. Donc quand on approche en fait de la limite d'âge, c'est-à-dire vers les 35 ans, on se dit que quand bien même la loi nous y autorise en France, on n'y accédera pas et on devra aller à l'étranger, ce qui se pratique effectivement trop souvent. À qui s'adresse Femme Actuelle ? Le journal Femme Actuelle. Alors Femme Actuelle, c'est très vaste, hein, ça s'adresse à peu près à toutes les femmes je dirais 25-30 ans jusqu'à 70. Qui existe depuis 84 et qui finalement se transmet de génération en génération. C'est vraiment le magazine avec lequel on pas mal de grandit, nos lectrices ont grandi, exactement. On va passer au zapping de Gilles tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est la plus grosse catastrophe aérienne en Inde. La première pour un Boeing Dreamliner, qui est un avion dernière génération. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. On aura peut-être des explications plus tard. En tout cas, l'Inde et l'Angleterre, puisqu'il y a pas mal d'Anglais dedans, sont sous le choc. Nous sommes à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde. Des centaines d'habitants se mêlent au secours dans un paysage carbonisé. Un avion de la compagnie Air India à destination de Londres s'est crashé quelques instants seulement après son décollage. Plusieurs immeubles sont déjà ravagés par les flammes. Un Boeing 787 Dreamliner très moderne comme celui-ci comptait 242 personnes à bord. Des Indiens, des Britanniques, des Canadiens, des Portugais. Dans un communiqué, la compagnie Air India précise que les blessés sont emmenés aux hôpitaux les plus proches et qu'elle coopère pleinement avec les autorités en charge de l'enquête. C'est fou, hein. Vous avez quand même continué à prendre l'avion ? Oui, parce que ça reste le moyen de transport le plus sûr. Ouais, on a toujours ce débat. Mais c'est pas un débat. L'information n'est pas une opinion, comme le dit France Info. Non, mais l'avion reste le moyen. Le nombre de voyages comparé au nombre d'accidents fait que l'avion reste un moyen de transport très sûr. Donc c'est sûr que c'est impressionnant, c'est sûr que c'est angoissant, c'est sûr que c'est encore terrible, un Boeing. Hein. Oui, mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes que d'habitude. Ouais, là, c'est un Dreamliner, c'est-à-dire logiquement les avions, vous savez, qui consomment presque beaucoup moins que l'ancienne génération. Mais bon, vous vous souvenez de Stéphane Voisin, Valérie ? Oui, Stéphane Voisin, c'est le compagnon d'Agnès Lassalle, enseignante assassinée en 2023, et il a marqué tous nos esprits, car c'est lui qui a dansé devant le cercueil de sa femme. C'est ce qui a donné, on en avait parlé la semaine dernière, une chanson composé par Julien Clerc. Hier, BFM consacrait une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu, au drame. Oui, absolument. De l'assassinat et de la surveillante poignardée. Il était invité sur le plateau de BFM. Et évidemment, cet événement a eu une résonance particulière de voir qu'une nouvelle presque enseignante, en tout cas surveillante, avait été tuée. Il a été aussi très émouvant sur BFM. Je me suis surtout dit que c'était un échec quelque part, parce qu'après avoir réalisé cette danse pour ma princesse,
Je pensais pouvoir dire plus jamais ça. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un cas isolé. Comme tout le monde, j'aurais voulu que ce soit un fou furieux. Au moins, on aurait été débarrassé. C'est arrivé une fois, ça ne va pas se reproduire. Malheureusement, Mélanie est le dernier exemple. Le dernier, parce qu'il y en a eu bien d'autres. C'est un constat d'échec. Ce que j'ai appris pour Mélanie, d'abord, ça a été... comme toujours, comme lorsque j'apprends qu'il y a une professeure qui se fait courser, une autre empoisonnée, ou qu'il y a un élève qui s'est fait agresser, menacer, c'est à chaque fois une certaine de rage, d'impuissance presque. La vie ne vaut rien pour une montre à 2 balles. Des actes comme celui-ci, c'est des actes gratuits. Vous parlez de ce genre de sujet dans Femmes Actuelles, ou peut-être la difficulté d'élever son enfant aujourd'hui pour certains couples. Alors oui, dans les pages société, on a consacré pas mal de sujets, souvent témoignages sur la difficulté pour les mères célibataires notamment. Ça, c'est une des thématiques qui nous intéresse, les mamans solo. Mais des sujets d'actualité comme celui-là, les sujets véritablement dramatiques, n'ont pas tellement leur place dans un magazine comme Femmes Actuelles. Oui, c'est ça. Et puis sur des sujets de société. Oui, Après, ça peut être la violence des mineurs aussi. Oui, on peut, mais on essaye, nous, d'être positif, plus positif dans l'approche des sujets. Ouais. On le recevra sûrement la semaine prochaine, Valérie. Ali Akbar est le dernier crieur de journaux. Un destin hors du commun, une tradition française. Et vous allez voir qu'il distribuait même ses journaux à un certain président. J'en ai vendu les journaux à François Mitterrand, bien sûr, parce qu'il était tout le temps ici, dans ce quartier. Depuis ses 20 ans, la société a bien changé, mais ça n'enlève pas à Ali sa détermination et son humour. Oh, c'était quand même beaucoup mieux. Les gens, ils étaient en train de lire sur les terrasses. Quand vous le voyez, quelqu'un en train de lire un journal avec un café, c'est quand même beau. Et maintenant, d'où les écrans? Mais ils sont où les intellos? Ils sont pas là, je m'en vais. Au fil des années, sa voix chaleureuse a captivé et réuni les passants de toute génération. C'est une personne qui a du cœur, qui a de l'humour et qui est une énergie incroyable. On aime bien le voir arriver en disant « ça y est, ça y est, ça y est, ça y est ». Alors ça y est quoi? On ne le sait jamais exactement. Il porte des valeurs, il représente l'âme de Paris, de la France. C'est un monument. Et le jour où il sera plus là, il manquera quelque chose dans ce quartier. On le recevra la semaine prochaine, normalement. Et donc voilà, pour l'instant, Femmes Actuelles n'est pas vendue à la criée. Ah non, mais ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On peut y réfléchir, notamment sur les plages avec les chouchous et autres crèmes glacées. Retrouvez l'interview de Madame Vautrin. Madame Vautrin dans Femmes Actuelles. Exactement. Bon, il y a plusieurs jours, le prince de Monaco recevait notre président, Emmanuel Macron. Alors vous le connaissez, notre président, il ne tient pas en place. Il bouge sur sa chaise, il tient pas pendant les discours, ce qui a valu que Albert de Monaco était énervé, mais pas à cause d'Emmanuel Macron, pour autre chose. Explication dans le quotidien qui veut venir en aide à la principauté. C'est très drôle. À la santé du président de la République française et de son épouse. Ils ont tout à Monaco. Ils peuvent tout s'acheter. Mais il leur manque un truc. Il leur manque des patins adhésifs pour chaises. On en a trouvé à 2,99 € chez Leroy Merlin, le lot de 120 patins pour chaises. Et si on revoit l'image, le prince Albert a vraiment l'air emmerdé, comme si c'était pas la première fois. Donc on a décidé de lancer une opération. Aidons Monaco pour que Monaco s'achète des patins à chaises. Envoyez le mot patin adhésif au 3332. Ne laissons pas tomber Monaco, car comme le dit le président Macron, il n'y a pas de petits pays. Il n'y a que des grands combats. Je vais faire un don pour qu'ils puissent acheter quand même des patins pour éviter que les chaises grincent moins quand notre président ne tient pas sur sa chaise. Alors Valérie, est-ce que vous connaissez Axel Danlos? Oui. Ah bon? Vous connaissez Axel Danlos? C'est qui? Je sais plus, mais je le suis sur X. Voilà autre chose. Si. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Bon, pour nos auditeurs qui n'ont pas votre connaissance, c'est le directeur de la com d'AB. Alors vous savez, c'est un job... c'est parce que j'ai vu un mail que vous avez envoyé. Voilà. C'est un job assez tranquille, un ou nous de télé avec Hélène et puis Laurent Rournac, et puis après, hop, direction la plage. Vous le connaissez évidemment, c'est pour ça que vous faites cette vanne. C'est pour ça que je suis ironique avec Axel qui bosse vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot. Et depuis hier, il est submergé d'appels, vous vous doutez, t'as pas des places, parce que il a annoncé le concert de Dorothée au Palais des Congrès au mois d'avril. Et puis, vous savez quoi, il a envoyé hier un communiqué indiquant que le concert du 4 avril, au moment où ils l'ont annoncé,
ça a été complet en 8 minutes. En 8 minutes, toutes les places étaient vendues. Alors, résultat, depuis 10 heures, ça veut dire depuis 13 minutes, vous pouvez acheter des places pour une nouvelle date disponible. Ça se trouve, il y en a plus, parce qu'on est à 10h13, qui sont disponibles pour le 5 avril. Et ben, du coup, je vous ai mis Dorothée. Le bon Dieu, un beau jour, décida qu'il était temps de créer le monde et tous ses Le habitants. 5 avril de l'année prochaine. Ah oui, oui. Mais vous parlez pas sur Dorothée? Ça va pas bien, non? Mais si, on parle sur Dorothée. Dorothée. Non, c'est homophobe. Vous n'êtes pas bien, vous. Oui, c'est l'année prochaine. Il faut 1 an pour prévoir les concerts et les places. Vous vous rendez compte? Vous étiez fan de Dorothée? Alors non. Moi non plus. C'est pour ça, mais parlez pas sur Dorothée. Mais c'était pas ma génération. Oh non, voilà, là. c'est moi non plus. Bon, en tout cas, notre plan, il tombe à l'eau. Hein. Parce que si c'est pour appeler Axel et lui dire, elle va sûrement avoir promo, est-ce qu'elle peut venir sur ce Ah non, radio? mais moi j'adore Dorothée. Je trouve que c'est quelqu'un qui a... Non, mais ce que je veux dire, on pourra pas lui dire qu'elle a besoin de promo pour ses concerts. Ah oui, je suis d'accord. C'est pour ça que notre plan tombe à l'eau. Il faudra qu'on trouve un mais autre... c'est formidable pour elle. Enfin, franchement, et elle dit qu'elle a voulu faire ce concert après l'émission qu'il y a eu sur TF1 et le succès que ça a eu parce qu'elle s'attendait pas à recevoir autant de... Il y a toute une génération. Absolument. Voilà. Béatrice Laurent avec vous, nous dans un instant pour parler de cette interview de Catherine Vautrin et surtout de la question de la fertilité en France. Elle annonce qu'elle veut faciliter l'accès à la conservation des ovocytes. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour est journaliste à Femme Actuelle, Béatrice Laurent. Merci d'être avec nous pour parler donc de cette interview à découvrir dans Femme Actuelle qui paraît demain. Interview et grand dossier sur la fertilité des Françaises avec un sondage que vous publiez qui est absolument sidérant. Sondage CSA, la grande majorité des Français estiment que les chances de tomber enceinte diminuent à 40 ans. Alors que c'est beaucoup plus tôt. Alors que c'est à 35 ans, en effet. Alors, la fertilité commence à baisser à 30 ans. Et à 35 ans, elle chute véritablement. Là, il y a 68% en effet des Français, tous âges confondus, hommes et femmes, qui pensent que l'âge est de 40 ans, cet âge pivot. Parce qu'on a tous l'image de la ménopause. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. C'est un peu plus tard, la ménopause. Oui, mais moi, je pense qu'une femme, tant qu'elle n'a pas la ménopause, elle peut avoir des enfants. Exactement. C'est ça, en fait, le réflexe. Et puis, on est dans un monde, en fait, où on est jeune de plus en plus longtemps. Donc... Et à 40 ans, finalement, on n'a pas commencé à travailler ou à avoir un emploi stable pour certaines depuis si longtemps que ça. Et on fait du sport, et on n'a pas de rides, etc., etc. Donc, il y a cette espèce de mythe de la jeunesse éternelle qui, sur le plan ovocytaire, en revanche, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, et ça chute drastiquement. À partir de 35 ans, la femme ne produit plus d'ovules, donc les chances... elle en produit, mais beaucoup moins. Ah oui, beaucoup moins. Et les chances donc de tomber enceinte sont beaucoup plus limitées. Oui, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, je crois que c'est... ça doit être autour. Quand on a, par exemple, en tout cas, ce que disent les spécialistes, c'est que quand on n'arrive pas à avoir d'enfants à partir de 35 ans, au bout de, normalement, on dit, les gens commencent à s'inquiéter quand au bout d'1 an, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Là, les spécialistes disent à 35 ans, c'est vraiment au bout de 6 mois qu'il faut tout de suite aller consulter. Alors, il y a une anomalie française qui est que la loi autorise la conservation des ovocytes, le prélèvement des ovocytes, sauf qu'aujourd'hui, les centres, c'est ce que vous nous disiez en début d'émission, sont surchargés et qu'il faut attendre plusieurs mois, voire années avant de pouvoir le faire, et que la sécurité sociale paye les femmes, paye pour que les femmes aillent faire prélever leurs ovocytes en Espagne. Alors, pour bénéficier, non, celle-ci, c'est pour qu'elle bénéficie d'un don d'ovocytes. D'un don d'ovocytes, oui. Voilà. D'accord, oui, il y a plusieurs sujets, effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Donc là, on parle du prélèvement d'ovocytes, et la ministre vous dit qu'elle veut qu'on puisse avoir un centre à moins d'1 heure de chez soi. Voilà. Alors, on s'en réjouit, hein. Oui.
Bon, oui, on y croit. Alors, ça va être vraisemblablement un peu compliqué. Il y a une centaine de centres qui pratiquent aujourd'hui entre les FIV et l'assistance médicale à la procréation. Il y a une centaine de centres et il y a seulement 40 centres à peu près qui font de l'autoconservation ovocitaire. L'idée, c'est effectivement de faire en sorte que le maximum de ces centres qui font déjà de l'assistance médicale à la procréation et donc des FIV puissent pratiquer cette autoconservation ovocitaire. Une centaine sur le territoire, ça commence à être pas mal, finalement. Donc, bon, ça ira déjà mieux. Et puis, les femmes qui font conserver leurs ovocytes sont généralement des urbaines. Oui. Donc, en tout cas, peut-être qu'à 1 heure, en effet, des villes moyennes et des villes plus importantes, on pourra espérer qu'un centre pourra ouvrir. Il y a un auditeur qui me dit, mais au lieu de s'attaquer aux moyens de conserver, est-ce que c'est pas mieux de trouver les causes de cette baisse? La baisse, elle est physiologique. Ah non, elle est multifactorielle. Elle est multifactorielle, mais elle est physiologique aussi. Non, mais alors, je vais rebondir sur la question. Est-ce qu'il y a 15 ans, la fertilité, est-ce qu'on était plus fertile il y a 15 ans ou 20 ans? Alors, moi, j'ai pas les chiffres, mais vraisemblablement oui, quand même, parce que, en tout cas, en ce qui concerne la richesse des spermatozoïdes, la richesse spermatique, là, ça, c'est sûr. On sait que la pollution, on sait que les perturbateurs endocriniens affectent les capacités reproductives des hommes comme des femmes, et ça se vérifie notamment quand on fait une analyse spermatique. Donc les causes, là, c'est une volonté politique très forte. Sur le sperme, c'est une chose, effectivement, mais physiologiquement, les femmes sont moins fertiles à 35 ans. Alors il y a sûrement un accroissement, mais... la première cause de l'infertilité, c'est l'âge. Physiologiquement, l'âge fait que les ovules, les ovocytes se dégradent, se raréfient. Absolument. Et que les ovaires se rabougrissent au fil en quelque sorte au fil des années. Donc oui, il y a sûrement... Donc c'est la première cause effectivement d'infertilité, c'est l'âge. Et il cesse d'augmenter. Mais après, il y a effectivement tous les facteurs environnementaux qui sont à l'étude en ce moment pour voir, en particulier chez les hommes, parce que les hommes sont concrètement beaucoup moins fertiles qu'ils ne l'étaient. Et là, il n'y a pas de raison physiologique. Non, sauf que on sait aussi que l'hygiène de vie est importante. Donc, oui, ça, c'est ce qu'on apprend, dans ce dossier. Et ça, les gens ne le savent pas non plus. Le tabac, la sédentarité, le surpoids ou l'obésité, etc. Tout ça a une incidence sur la fertilité. Alors, vous faites un vrai faux. Les compléments alimentaires boostent la fertilité. On se doute que non. Voilà. Il faut attendre 1 an de rapport sexuel avant de consulter. Alors là, ça dépend. Ça dépend, c'est pas... C'est ce que je vous disais. À 35 ans, les spécialistes considèrent qu'il faut consulter dans les 6 mois. À 40 ans, c'est immédiatement. Et puis avant, on peut effectivement attendre... Et le chef de service, vous interrogez un médecin, le professeur Samir Hamama, qui dit qu'il ne faut pas que les femmes qui envisagent de conserver leurs ovocytes attendent. Il faut qu'elles aillent le plus vite possible faire conserver leurs ovocytes. Voilà, puisque en fait, on s'aperçoit bien que l'âge du premier emploi stable, qui est quand même déterminant quand on décide de fonder une famille, est à peu près aux alentours de 27 ans. Voilà. Donc c'est difficile dans ce cas d'immédiatement commencer un travail stable et puis de tomber enceinte. Est-ce qu'à l'inverse, le sperme pour les garçons a plus d'endroits pour conserver son sperme? Non, justement, si on veut avoir un enfant plus tard, et qu'on veut que son spermographe, qu'on veut que ses spermatozoïdes soient performants. Non, c'est la même chose, c'est l'autoconservation, je disais tout à l'heure, l'autoconservation ovocitaire, c'est l'autoconservation des gamètes en fait. Oui, c'est ça. Et donc ça concerne tout le monde. Et est-ce que ça veut dire que si on prend, par exemple, ma femme a fait conserver ses ovocytes quand elle avait 20 ans, et moi mon sperme quand il avait 20 ans, est-ce que mon enfant sera différent? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura une constitution plus forte ou plus mature que si j'avais fait congeler mes ovocytes à 35-40 ans? Alors déjà, à 20 ans, vous ne pourrez pas le faire, parce que ça commence à 29 ans l'autorisation, déjà. Et alors, du coup, on n'a pas d'exemple de savoir si ça change a priori, sur l'état de santé de l'enfant. D'abord, des études là-dessus sont difficiles à mener. Oui. D'accord. Et a priori, non.
Ouais. Non, il n'y a pas de. Parce qu'il y a des gens en plus qui ont même parfois des embryons congelés pendant plusieurs années et qui n'ont pas de problème particulier. Les causes de l'infertilité, c'est très intéressant. Ce qui est raconté dans votre article, c'est 30% d'origine masculine. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était, dans l'imaginaire, c'est la faute de la femme. C'est féminin. C'est féminin. Ouais. Donc 30% d'origine masculine, 30% d'origine féminine, et ensuite c'est 30% mixte, hommes et femmes, et il y a 10% d'origine inexpliquée. Voilà. Origine inexpliquée, c'est l'environnement, c'est... Voilà, c'est des causes... génétiques, mais au sens familial plutôt. Voilà. Est-ce que dans les ovocytes, il y a le gène, entre guillemets, je vous pose des questions, je ne suis pas vraiment spécialiste, le gène de la femme. C'est-à-dire que je pars en Espagne pour avoir des ovocytes d'une personne espagnole. Mais ça, c'est autre chose. Oui, je sais que c'est autre chose. Mais c'est autorisé et payé par la Sécu, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, le prélèvement est payé par la Sécurité sociale. Ah, on va se faire prélever en Espagne. Oui. On ne va pas se faire prélever, on va avoir un don. Non, on va se faire prélever en Espagne. Non, on va se faire prélever en Espagne. En France, aujourd'hui... non, parce que vous parlez d'un don. Alors, il y a plusieurs choses. Oui. En fait, le prélèvement... Aujourd'hui, vous êtes... Oui, mais vous pouvez avoir des ovocytes espagnols. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Mais la femme qui veut conserver ses ovocytes aujourd'hui, comme elle doit attendre 1 an et demi, voire 2 ans pour avoir un ovocyte, pour pouvoir faire prélever ses ovocytes, elle peut aller en Espagne. La loi l'y autorise et la sécurité sociale paye. Enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai compris. Paye pour que vous ayez vous êtes en train de dire une bêtise. Non, je suis pas sûre. En fait, c'est moi qui suis pas sûre. Un prélèvement, normalement, le prélèvement d'ovocytes, comme la loi. Si vous dites qu'elle a tort, mais comme la loi la loi autorise les femmes à se faire prélever leurs ovocytes et que la France n'est pas en mesure d'assurer ce prélèvement, vous avez le droit d'aller en Espagne. Oui, mais pas forcément pour faire de la conservation. C'est-à-dire que vous allez faire un prélèvement et une FIV immédiatement. Une FIV. Voilà. D'accord. Et la FIV, c'est autre chose, effectivement, vous expliquez... Vous parlez du don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'en effet, les femmes qui arrivent en France au terme de ce parcours d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, qui arrivent vers les 35 ans, qui précisément, en tout cas, n'ont pas pour l'instant de projet d'enfant. Et ce sont ces femmes-là qui vont aller se tourner vers l'étranger pour pouvoir bénéficier parfois justement d'un don d'ovocytes parce qu'elles arrivent en limite d'âge chez nous. Et du coup, ces ovocytes qui viennent d'une personne étrangère à vous, à l'ADN ou les caractéristiques de la mère, de la personne donneuse. Et du père, et du père. Voilà. En effet. Qu'est-ce que la ministre vous a semblé déterminée à faire évoluer les choses ? Comment vous l'avez ressenti dans l'interview ? Alors oui, je pense qu'effectivement, elle est en tant que ministre d'un pays dont la natalité est en chute. Ne cesse de se dégrader depuis 1974 et spécialement depuis 3 ans, elle comprend bien que c'est si ce n'est une urgence, en tout cas une préoccupation importante, parce qu'en gros, aujourd'hui, le solde naturel, c'est-à-dire le nombre de naissances par rapport au nombre de décès est encore positif. On a à peu près 20 000 naissances de plus, mais ça ne va pas durer. D'accord. Voilà. Ça, c'est à peu près sûr. Et donc, on se réveille vraisemblablement un petit peu tard, puisque le rapport du professeur Amama date de 2022, mais il y a eu pas mal de mouvements, on va dire, au sein du gouvernement entre 2022 et aujourd'hui. Mais il y a quand même une volonté, en tout cas, de soutenir la parentalité. Ça, je crois que c'est très net. Mais est-ce qu'il y a, on a connu la PMA et autres, est-ce qu'il y a des oppositions fortes contre la conservation d'ovocytes pour des raisons religieuses ou autres, où tout le monde est plutôt... Non, je pense que tout le monde, là, pour le coup... pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Parce que, d'abord, c'est une question de moyens, comme souvent. C'est une question de moyens, c'est une question de personnel, c'est une question de centrabilité, c'est une question aussi éthique. Ça pose quand même des questions éthiques. Donc il n'y a pas eu d'opposition religieuse, mais des oppositions d'éthique. On est obligé de s'interroger. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a bien eu des oppositions. D'où la loi de bioéthique en 2021, qui a décidé, par exemple, que cette conservation serait gratuite
il y a toute cette réflexion autour de l'éventuelle marchandisation. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question et que je l'ai liée aussi à la PMA. Voilà. Alors, j'ai trouvé la réponse. Consulter un gynécologue en France pour obtenir un certificat médical justifiant la nécessité d'un prélèvement à l'étranger en raison des délais trop longs en France ou d'une incapacité médicale. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que la France est obligée, d'assurer le prélèvement d'ovocytes si elle n'est pas en mesure de le faire en France, de l'assurer à l'étranger. Oui, c'est ça. Je pensais que vous parliez de la conservation. C'est pour ça. Ça en revanche. Oui, pour les FIV, c'est ça. Donc, mais ça, il faut le dire aux femmes aussi, qu'il y a cette possibilité à l'étranger. En tout cas, c'est un grand dossier à découvrir dans Femmes Actuelles. Demain, infertilité, les femmes doivent savoir. Et ce chiffre incroyable, 68% des Français pensent que la fertilité des femmes chute à 40 ans. Et non, ça chute à partir de 35 ans. Et la recommandation du professeur Abama est de faire conserver le plus tôt possible ces ovocytes. Quand on n'a pas de projet d'enfance, qui est le cas de plus en plus. Femmes. Il y a des femmes en âge de procréer aujourd'hui. Il y a un livre formidable de Louison, qui est une dessinatrice, illustratrice, qui raconte en fait son parcours raté de FIV en fait, et les petites phrases qu'on peut dire. Alors le bébé, c'est pour quand, etc. Toute cette pression. Et je trouve que c'était un angle très original plutôt que de raconter. Effectivement, on connaît le parcours du combattant, mais là c'est toute la charge mentale qu'il peut y avoir autour de ça. Très bon dossier à lire donc dans Femmes Actuelles demain. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Béatrice Laurent. Et nous on se retrouve dans un instant pour parler du salon Vivatech. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Pierre Casqui. Bonjour. Julien Casqui. Julien. C'est Gilles. Ah, c'est parce que j'ai confondu avec Pierre Asqui. Ah oui, non, c'est Julien Casqui. C'est vendredi, donc Gilles est un peu fatigué à la fin de la semaine. Julien Casqui, rédacteur en chef. Alors j'en profite aussi. Il le connaît. Il vous connaît très bien et il vous appelle Pierre. Et tout à l'heure, j'ai dit AB Productions et c'est maintenant JLA, Jean-Luc Azoulay Productions. Voilà. Donc Julien Casqui, rédacteur en chef de Madines, le média incontournable sur la French Tech et les startups. Et avec vous, on va parler de ce salon Vivatech. On l'avait évoqué hier avec vous, Gilles. C'est jusqu'à samedi, porte de Versailles. 150 000 personnes sont attendues. C'est surtout qui sont les visiteurs de Vivatech avant de s'intéresser à ce qu'on y trouve? C'est une très bonne question. En fait, de mercredi à aujourd'hui, c'est vraiment que les entreprises. Donc, plus précisément, c'est les investisseurs, les entrepreneurs, les start-upers et les grandes entreprises aussi. Vivatech, c'est vraiment l'événement déjà de référence dans la tech européenne. Je pourrais vous raconter un tout petit peu la jeunesse de Vivatech, mais ça a été créé par Maurice Lévy, patron de Publicis. Il y en a qui disaient Vivatech, c'était le plus grand pot de départ qu'un dirigeant pouvait organiser à l'époque où Maurice Lévy commençait à passer le relais à son successeur Arthur Sadoun. Et donc ça existe depuis 9 ans. Et en fait, ça c'est devenu un énorme succès. Vous l'avez dit, Valérie, 150 000 personnes qui sont attendues jusqu'à samedi. Donc pour répondre à votre question, c'est vraiment les entrepreneurs, les start-upers, les investisseurs, les grandes entreprises. Ils se rencontrent. C'est un événement incontournable pour se rencontrer, pour faire du business, pour signer des deals. Et alors c'est quoi ce salon? Et le samedi, c'est ouvert au grand public. Et le samedi, tout le grand public peut y aller demain si vous êtes à Paris. Exactement, si vous êtes à Paris, demain, n'hésitez pas à aller voir Vivatech, porte de Versailles à Paris. Alors qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce salon? Alors il y a plein de choses. Bon, c'est évidemment un salon technologique, donc il y a énormément de produits qui sont présentés au grand public. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Il y a Software République, c'est un projet de 6 entreprises ou 7 entreprises, dont Renault. Et en fait, ils sont en train de construire la voiture pompier du futur. C'est une Renault 4L électrique. Elle est bardée d'électronique. Elle est ultra connectée. Il y a des drones sur le toit. Vous pouvez appuyer sur un bouton. Les drones décollent. Ils détectent les images en direct qu'ils vous envoient lorsque vous êtes bloqué dans un embouteillage ou que vous n'êtes pas encore sur le site d'incendie. Ils vous envoient directement les images. C'est assez impressionnant. Derrière le camion, derrière la 4L électrique, il y a des écrans partout. On peut arrêter les feux pour que les feux arrivent au vert. Vous pouvez changer les feux. Changer les feux, exactement. Vous pouvez changer les feux. Mais ça, c'est du futur. Je dis du futur, mais en fait, elle est. Je sais pas si c'est un prototype. Non. Elle est en ce moment à Vivatech, donc on peut la voir. Il y a tout l'électronique qui est dedans, voilà.
Mais voilà, les pompiers, on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir l'utiliser vraiment dans les prochains mois, mais c'est assez, ça peut être assez rapide pour l'utilisation. Il y a aussi Emobot. Emobot, c'est une start-up française dans la santé mentale. On parle énormément de santé mentale. Il y a beaucoup de start-up dans la santé mentale à Vivatech, et Emobot, à partir d'une caméra, en fait, à partir même d'un selfie, on peut détecter si vous êtes en dépression, on peut détecter les troubles d'humeur mais quasiment instantanément, et en fait ça permet aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues, etc., de vous suivre au quotidien et de voir un peu votre état mental juste grâce à une caméra et grâce à une technologie hyper sécurisée pour pas qu'on vole mon colis. Voilà, pour pas qu'on vole votre colis, Gilles, et puis en plus ça permet d'interagir aussi avec le facteur. Je dirais moi je suis pas là pendant une semaine, pas besoin de déposer mon courrier, je reviendrai la semaine prochaine. Donc interagir, mieux sécurisé. Il y avait aussi la voiture de Tesla, le cybercab de Tesla, voiture 100% autonome, qui est un taxi en fait, cybercab. Qui est un taxi exactement. Et en fait vous pouvez le louer en tant que particulier, et lorsque vous conduisez pas le taxi, vous pouvez le faire rouler dans les rues de San Francisco pour l'instant, ou peut-être en Europe bientôt. Vous pouvez le faire rouler un peu partout et avoir des revenus évidemment. Il y a un auditeur un peu impertinent qui nous dit... Ça veut dire vous achetez je finis juste de ce qu'il disait. Vous achetez une Tesla et vous la transformez en taxi quand vous êtes au travail. Elle est déjà en taxi, mais donc vous pouvez la conduire effectivement, vous, à titre personnel, pour votre utilisation personnelle. Et quand je vais à mon travail, à Sud Radio, je la laisse bosser toute seule. Voilà, exactement, et vous récupérez les revenus. C'est le cybercab de Tesla d'Elon Musk. Alors ça, c'est formidable. Et elle est présentée à Vivatech. Allez-y demain si vous êtes intéressé pour voir. C'est une des stars de Vivatech. Excusez-moi. Question impertinente, c'est pas plutôt le salon Wish du CES? Le Wish du CES. Oui. Alors le CES de Las Vegas, c'est vraiment, il a pas tort votre. Et vous avez des auditeurs qui connaissent. C'est Stéphane, c'est notre spécialiste de tout. C'est notre Wikipédia. Voilà. Bravo Stéphane, parce que le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon du monde en fait. La Vivatech, c'est le plus grand salon européen. On va dire que c'est le deuxième. Donc forcément moins bien. Forcément moins bien, je sais pas. Mais en tout cas, ce que vous nous racontez, il y a quand même des choses assez exceptionnelles qui sont mises en avant. Exactement. Et puis, on a vu Emmanuel Macron parler à un robot canadien et autres. Alors on parle beaucoup de la Chine, des Américains. Comment nous, on est au niveau de la French Tech et de la technologie? Est-ce que la France est en avance, en retard? On est comment? Et qu'est-ce que ça représente financièrement? C'est une très bonne question. En fait, on va pas se cacher. Parlons vrai. Ici, c'est ça, Sud Radio. En fait, les Américains et les Américains et les Chinois, c'est vraiment, on peut le dire, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous, les Français et les Européens. En termes de tech, on voit dans notre quotidien ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, on utilise ça au quotidien tout le temps, nous, consommateurs, et donc ils ont vraiment des longueurs d'avance technologiques. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, Français et Européens, en termes d'IA, notamment les Français en termes d'intelligence artificielle, on a une carte à jouer, on a vraiment une carte à jouer, on a non pas des dizaines de kilomètres à rattraper, on a peut-être 1 ou 2 kilomètres encore à rattraper, on est dans le train de l'intelligence artificielle, on a des pépites françaises comme Mistral AI, comme Poolside, comme là je cite des startups françaises, mais Mistral c'est la plus connue, et qui peuvent rivaliser avec les autres acteurs de l'intelligence artificielle. J'ajoute qu'on a aussi des chercheurs français, c'est notre grande spécificité en France, en Europe. La France est devenue le centre névralgique européen de l'IA. Pourquoi? Parce qu'on a des chercheurs français, on a des polytechniciens, on a des normaliens, on a des scientifiques qui sont extrêmement puissants intellectuellement, et c'est notre grande force aussi. La French Tech, elle représente 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais moi, je vous le dis ce matin, c'est à peu près entre 20 et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la French Tech. Il y a 15 000 startups en France, 1 million d'emplois. 15 000 startups en France. 15 000 startups en France, emplois directs et indirects. Et les 120 plus grosses startups françaises les plus prometteuses, elles réalisent 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est en train de construire des géants européens, français, Doctolib, donc dans la santé, qu'on connaît tous, Alan, Mutuelle Santé, qui vient de gagner un gros contrat du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie, tous les fonctionnaires, les 130 000 fonctionnaires vont avoir, non pas les acteurs traditionnels. Voilà, exactement. Quel est le secteur qui innove le plus?
Alors il y a plein de secteurs. Franchement, il y a par exemple le quantique. Le quantique, c'est assez incroyable. Le quantique français, on a ça me perdre. Ah ouais, là je vous quoi, perds. le quantique? Alors le quantique, en fait, c'est dans 10 ou 15 ans, on va avoir des super ordinateurs, des super calculateurs qui vont permettre de calculer ultra rapidement tout un tas de données. Et en fait, ça va permettre à l'industrie d'aller encore plus vite, de trouver des médicaments aussi encore plus vite, peut-être trouver des traitements totalement qu'on connaît pas encore. C'est une vraie technologie, ce qu'on appelle de rupture. C'est vraiment, ça peut vraiment disrupter. Et on commence à avoir des champions français en la matière. Encore une fois, grâce à notre matière grise. L'IA, c'est évidemment aussi un secteur qui est en train d'être exactement d'exploser. Vous êtes rédacteur en chef de Madines, madines.com. Ça sert à quoi d'avoir un magazine sur la tech sur Internet? C'est ouvert à tous? On peut tous comprendre ce qu'il y a sur Madines? C'est une bonne question. On essaye d'expliquer au maximum. Après, on va pas se mentir, on s'adresse à un public qui connaît les enjeux. On est ce qu'on appelle un média B2B, business to business. Donc, on s'adresse vraiment aux entrepreneurs, aux investisseurs, à tous les services annexes, on va dire, aux grandes entreprises aussi, directeur d'innovation des grandes entreprises. Et donc, à quoi ça sert? En fait, ça sert à d'abord avoir un média de la French Tech, donc pour avoir les grandes actualités de la French Tech, ce qui se passe en ce moment. On n'hésite pas parfois un peu ne pas aller dans le sens trop du poil de la French Tech. On essaye aussi d'avoir notre esprit critique et d'avoir des vrais décryptages aussi sur l'univers French Tech, et puis aussi de porter la voix, comme j'essaie de peut-être le faire ce matin, mais aussi de porter la voix de cet écosystème, de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que nous on aime et qu'on essaye de aussi promouvoir au maximum. Donc on est aussi le porte-voix en fait de cet écosystème start-up pour porter la voix des grands enjeux économiques de la French Tech et de l'entrepreneuriat. C'est jusqu'à dimanche, samedi, journée ouverte au grand public. Allez-y Valérie. Vous allez découvrir plein de choses. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait une machine qui pouvait transformer l'air en eau. Exactement. Ça, j'ai vu ça sur votre site. Tout à fait, on a sorti un article là-dessus. C'est assez impressionnant. Elle permet effectivement de transformer l'air en eau, et c'est une start-up française. Vous pouvez la voir dès l'entrée du salon Vivatech. Et dimanche, Vanessa Pérez reçoit le patron de Vivatech à 14h dans son émission. François Bitouzé. Voilà, François Bitouzé et Véronique Torner, qui est la présidente de Numéum, le syndicat du digital. Voilà. Ils aborderont de comment les territoires en dehors de Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris, comment dans d'autres villes, mais dans tous les territoires. Il y a Vivatech à Bordeaux aussi, me dit un auditeur. Il y a Vivatech à Bordeaux. Alors ça, vous me l'apprenez. C'est ce qu'il m'a dit. Bravo. C'est ce qu'il m'a dit, Michael. Vivatech à Bordeaux, donc voilà. Et c'est à 14h le dimanche. On se retrouve dans un instant pour les débats. Tout de suite. Merci à vous. Sud Radio, votre avis fait la différence.